Ok, bonjour tout le monde. Moi c'est William et je suis plutôt côté IA. Donc moi j'ai fait 20 ans d'IA, j'ai implémenté des IA dans des domaines de sécurisation de santé, sécurisation cyber, et donc c'est ça mon expertise. Euh, Hop, comment on passe les slides? Ah, je suis en train de le faire, mais juste pas là. Ok. Ouais, je vous ai tout spoilé. Donc en fait, il y a une petite histoire, c'est quand j'ai fait ma thèse en IA il y a longtemps, je l'ai fait à Marseille, et avec ma femme on vivait à un endroit qui s'appelait La Plaine, et c'est hyper pour sortir, c'est hyper bien, mais c'est pas très bien sécurisé. Et un soir on est rentré, et la porte était ouverte, et quelqu'un était venu chez nous, et ils avaient pris un CD de Nevermind, donc Nirvana, et ils avaient pris un peu de thunes, un peu de quoi acheter un kebab, mais c'était pas très grave. Et maintenant, j'essaie d'imaginer le scénario. En fait, ils sont rentrés chez moi et ils sont restés. Ils sont planqués sous le lit, ils sont planqués derrière les rideaux et ils ont attendu des semaines, des mois. Et ils ont regardé tout ce qu'on faisait, tout ce que moi et ma femme, comment on avait des habitudes. Et puis après, au moment le plus critique, c'est là qu'ils ont pris ce qui nous était le plus cher, ou qu'ils ont demandé une rançon pour quelque chose qui était le plus cher. Et ce scénario-là, c'est un peu le scénario que je retrouve quand je vois les attaques persistantes qui durent dans le temps. Les gens qui rentrent chez vous, dans votre réseau, et qui restent des semaines, des fois des mois. Alors avant, c'était jusqu'à 200 jours que les acteurs malveillants pouvaient rester dans le réseau. Et en fait, nous, en NDR, donc détection dans le réseau, notre rôle, c'est de chercher des gens qui sont introduits chez vous et qui se déplacent dans le réseau et qui cherchent vos éléments critiques. Donc nous, on n'empêchera pas la personne de fracturer la porte, mais ce qu'on fera, c'est que quand elle a fracturé la porte, on trouvera rapidement qu'elle est en train de se déplacer de la salle de bain ou derrière les rideaux, et là, vous pourrez la faire sortir de chez vous. Et on a décidé en 2018 de créer une solution française à base d'IA qui rivaliserait les Américains et les Anglais sur la détection d'intrusions dans le réseau. Et pourquoi l'IA? Tout simplement parce que contourner un système de règles, c'est beaucoup plus simple que contourner une IA qui s'adapte en permanence, qui apprend sur vos données toutes les semaines et qui adapte le comportement et qui détecte basé sur du comportement et pas que sur des règles. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 75% des grosses attaques qui ont eu lieu étaient sur des systèmes qui avaient un EDR mis à jour. Donc les gens vont contourner les systèmes périphériques. Ils vont le faire, ça va arriver à un moment. Mais est-ce que vous êtes protégé et est-ce que vous allez pouvoir reconnaître une attaque sur le long terme dans votre réseau? C'est ça la question après. Donc en 2018, quand on a démarré nos recherches en collaboration avec le CNRS, on a vu des articles scientifiques qui sortaient qui disaient en fait on peut détecter les attaques dans le réseau avec 98% de taux de détection. On se disait c'est pas mal, c'est cool. Et au fur et à mesure qu'on continue à lire la littérature, on voyait des gens qui arrivaient à trouver des approches pour détecter des attaques, et pas que des procédures, mais des attaques totales dans le réseau, avec 98% de détection, et puis plus récemment avec des taux de détection proches de 100%. Donc nous on s'est dit c'est génial, il va suffire de télécharger une de ces IA, la mettre sur notre plateforme, et banco, on est les rois du pétrole. Et en fait, du coup, c'est ce qu'on a fait. Donc on a choisi 30 architectures d'intelligence artificielle, qui étaient dans la littérature, les plus efficaces. On les a mis sur une back-end, dans un cloud, et on les a tunés, on a fait ce qu'on appelle la paramétrisation d'hyperparamètres. Donc c'est en fait, quand vous avez un modèle, vous faites tourner un peu les boutons à droite à gauche pour l'optimiser à fond. Donc on a optimisé ces architectures à fond, et on a testé ça chez un client bêta. Et sur 100 000 flux réseau, en fait, on a détecté 4% des menaces, et on a eu 34 000 faux positifs. Donc un échec total cuisant. Donc quel est le problème et comment est-ce qu'on se relève de ça et comment est-ce qu'on fait pour développer une IA qui marche bien dans une solution? Nous, c'est dans le réseau, mais ça s'applique à quasiment tous les domaines de la cybersécu. La première chose, c'est le Husky. Donc ça, l'histoire du Husky, elle est assez connue en IA, je ne sais pas si vous la connaissez. Mais en gros, il y a un modèle qui avait été développé dans 2019-2020 pour détecter la différence entre un Husky et un loup. Et en fait, le modèle marchait hyper bien. Il détectait quasiment en permanence la différence entre un husky et un loup. Et c'était des architectures très simples. Et on ne comprenait pas pourquoi ils marchaient bien. Et plus tard, quelqu'un a dit, on va rajouter ce qu'on appelle de l'explicabilité. Donc on va pouvoir savoir sur quoi l'IA s'appuie pour prendre sa décision. Et cette IA, en fait, elle regardait la neige. Elle disait, s'il y a de la neige, c'est un husky. S'il n'y a pas de neige, c'est un loup. Et donc l'IA marchait très bien, mais c'était complètement inutile. Et le problème, c'est qu'elle n'allait pas généraliser. C'est-à-dire que si on lui montrait des loups dans un autre contexte, forcément, ça n'allait pas bien marcher. Et c'est un peu le même problème qu'on a en cyber avec les données qui sont publiées, les études académiques. C'est qu'en fait, on ne sait pas pourquoi elles marchent et du coup, on ne peut pas les débugger.
Donc ça, c'était quelque chose de très important. Moi, comme je venais du domaine de la médecine, l'explicabilité pour moi, c'était très important. Donc dans toutes les solutions IA, vous devez avoir un grand niveau d'explicabilité. Si vous achetez une solution et que vous n'avez pas d'explicabilité, passez sur cette solution. Donc là, c'est un exemple que je vais vous donner, mais plus cyber. Donc là, on essaie de détecter des DDoS. Et en fait, on regardait sur l'IA qu'elle se plantait en permanence. Les DDoS, elle les détectait, elle les levait en permanence. Et on ne comprenait pas pourquoi. Et en fait, on a eu de l'explicabilité et notre IA disait je m'appuie sur la durée des flux réseau, donc les échanges entre deux assets pour détecter vos DDoS. Okay, et en fait, on a regardé la durée des flux et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'à 30 secondes pile, à chaque fois, il disait c'est une attaque. À 30 secondes pile, c'est une attaque. Avant 30 secondes, c'est pas une attaque. Donc on a contacté les auteurs qui nous ont donné les données. On a dit qu'est-ce qui se passe autour de 30 secondes? Ils ont dit ah mais nous on coupe les flux à 30 secondes, sinon ça prend trop de place. Non, mais... Ok, d'accord, super. Donc l'IA, elle a forcément appris. Elle a dit au-delà de 30 secondes, c'est que des attaques. Et ça, c'est pas une fois, c'est 100 fois. C'est en permanence, on voit ça, des données qui ont des problèmes dans tous les sens. Et même quand on débug chez les clients, si on n'a pas d'explicabilité, on ne comprend pas pourquoi l'IA se plante. L'autre problème quand les gens développent des IA en cyber, c'est qu'ils vont adopter un modèle. Ils se disent, on va prendre un modèle, des réseaux de neurones convolutifs ou autres, et on va appliquer ça. Mais en fait, les attaques dans le réseau sont hyper variées. Donc un scan réseau peut durer plusieurs heures, peut durer plusieurs minutes. Une exfiltration de données peut durer plusieurs semaines. Et donc vous n'avez pas les mêmes types de modèles qui peuvent détecter les mêmes choses. Donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de se dire, on va faire plein de petits modèles, une communauté de modèles pour détecter des attaques dans le réseau. Donc ici, par exemple, on peut s'appuyer juste sur les temps des paquets. Donc les temps d'arrivée des paquets entre deux assets. Et en fait, juste en regardant la taille des paquets et leur temps d'arrivée, on est capable de détecter quelques attaques comme le command et contrôle des exfiltrations de données. Mais il est très mauvais à détecter des scans réseau. Il est incapable de détecter des scans, un modèle basé juste sur le temps d'arrivée des paquets. Donc après, on a développé un autre modèle basé sur les flux réseau. On a regardé la durée des échanges entre deux assets, le protocole utilisé, la handshake utilisée. Puis après, on est allé plus loin, on s'est dit, on peut continuer, on peut en faire plein. On va regarder tous les flux qui sortent d'un asset et tous les flux qui rentrent. Et on va surveiller sur des périodes de 10 minutes. Et là, on va commencer à apprendre l'architecture, qui parle avec qui et en quelle quantité. Une IA qui regarde tous les flux réseau qui sortent et qui rentrent vers un asset est très bon à trouver des attaques distribuées ou à trouver des scans internes. Et puis au final, on a regardé, est-ce qu'on ne peut pas regarder l'habitude de chaque PC? On va prendre chaque asset dans un réseau, on va regarder quel proto il utilise, en quelle quantité, à quelle heure de la journée. Et en fait, du coup, si jamais vous voyez qu'un dimanche soir, sur un serveur ou même sur un PC de la comptabilité, vous voyez du SFTP à coût de 10 gigas vers un site chinois un dimanche soir, vous vous dites, là non, ça c'est pas normal. Et donc vous pouvez utiliser cette IA pour trouver qu'il y a une anomalie qui se passe au niveau comportement réseau. Et donc au final, ce qu'on fait, c'est qu'on prend tous ces modèles-là et on fait ce qu'on appelle du stacking d'IA, une communauté d'IA. Et toutes ces IA vont aller donner leur réponse à une IA centrale, une IA mère, maîtresse, qui va dire, OK, vu toutes les réponses de toutes les autres IA, je peux prendre ma décision. Donc par exemple, je vais te dire, toi l'IA, tu me dis qu'il y a eu un brute force sur ce réseau. Ok, très bien. Mais sauf que je consulte l'autre IA et lui, il est très bon en général à trouver du brute force et il me dit qu'il n'y a rien. Donc je me dis qu'en fait, c'est une fausse alerte. Et le résultat d'utiliser cette espèce de communauté d'IA, et c'est ce qu'on fait chez nous, c'est qu'on a 88 fois moins de faux positifs sur la détection d'intrusion dans le réseau. Donc ici, en fait, on a une IA qui tourne à la milliseconde, qui regarde le temps des paquets, une IA qui regarde les flux réseau, une qui regarde le comportement, tous les flux sortants ou rentrants, et une IA qui apprend sur toutes les semaines le biorhythme de votre réseau, qui comprend qui utilise quoi à quelle heure. Voilà. Donc à quoi ça ressemble en vrai? Vous allez avoir une réponse comme ça qui va vous dire, là vous avez du command et contrôle qui a été détecté. L'interface est beaucoup plus jolie que ça. Hein. Moi je montre juste les parties IA qui m'intéressent moi. Et donc à 98%, donc c'est des vrais cas que je vous montre là, un command et contrôle. Et donc vous dites, ok, sur quoi tu t'es basé pour dire ça? Et en bas à droite, il dit, je me suis basé sur les flux réseau pour prendre ma décision. Ok, plus particulièrement, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, j'ai utilisé un modèle à arbre, et le facteur le plus important pour moi, c'était, là je suis sûr que vous arrivez à lire, c'est la variabilité dans la taille des paquets. Donc en gros, les paquets qui arrivaient étaient toujours de la même taille. Et il disait, vu ça, vu le protocole utilisé, je me suis dit, c'est du command et contrôle. Et en plus, j'ai eu l'appui de mes potes ici, qui regardent le temps d'arrivée des paquets, qui en général est bon à trouver du command et contrôle. Et donc le meta-learner a dit, Banco, si les deux là, vous êtes d'accord, ok, moi je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça, c'est un autre cas chez un client où pareil,
il y avait une attaque brute force qui avait été découverte et le client a pu aller regarder exactement ce sur quoi l'IA s'est appuyé pour prendre sa décision. Et en fait, il a dit « Ok, je comprends ce que c'est. » En fait, c'est un serveur décommissionné qu'on ne savait pas qui était là et qui continuait à contacter le réseau. C'est un conflit sans fin. Donc là, comme on vous a présenté, il y a ChatGPT qui arrive, il y a Pentest GPT, il y a WormGPT ou des formes de WormGPT. Et donc il y en a de plus en plus des attaques. Nous, on le voit chez nos clients, il y a de plus en plus de petites menaces qui apparaissent, des petites attaques qui démarrent mais qui finissent pas. Et en volumétrie, c'est de plus en plus gros. Donc comment on fait pour gérer avec des attaques qui vont devenir de plus en plus nombreuses, qui vont être générées possiblement par des IA ou en partie par des IA? Eh bien, on met une IA contre une IA. Donc chez nous, à Custocy, on développe des IA génératives, mais ça fait un moment, on n'a pas attendu ChatGPT pour le faire, où en gros, on a des IA qui s'opposent à l'intérieur de notre labo. Donc qu'est-ce qui se passe ici, on a une IA qui est génératrice et qui va générer du trafic réseau, des fois malveillant, des fois bienveillant. Ici, on a un discriminant, et le rôle de cette IA-là, c'est de faire la différence entre un vrai trafic sur un vrai réseau et un trafic qui a été généré par le générateur. Donc là, il dit, hop, j'ai reconnu que c'est un vrai trafic réseau, et il est content, et on le récompense, on ajuste les poids sur ce réseau en fonction. Et puis après, lui, il génère du trafic, il dit, non, tu bluffes, ça c'est du faux trafic. Je sais faire la différence. C'est quoi la résultante de cette espèce de boucle où ils se battent en permanence? C'est que cette IA devient hyper fort à détecter la différence entre du trafic réseau généré artificiellement et du vrai trafic. Et l'autre conséquence, c'est que lui, il devient hyper bon à générer du trafic qui ressemble à un vrai trafic réseau ou à des vraies attaques. Donc, qu'est-ce qui se passe chez nous à Custocy en ce moment? On a des serveurs qui font tourner ça en permanence, qui génèrent du trafic d'attaque en permanence, pour chercher les failles de nos IA, pour chercher s'il y a des points de cassure où les IA ne détectent plus certains types de procédures. Donc, personne n'attaque plus notre solution que nous-mêmes. Donc, on utilise ça pour réentraîner nos IA et pour être en constante évolution. Et l'autre chose qu'on fait, c'est de l'apprentissage fédéré. Donc l'apprentissage fédéré, c'est ce que vous faites là sur vos portables en permanence. C'est qu'en gros, on a déployé chez les clients des IA. Donc en général, on déploie des petits bébés IA chez le client et ils grandissent à fur et à mesure chez le client. Ils apprennent sur leur trafic réseau, ils apprennent leurs habitudes. Et en fait, ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on peut demander aux clients de nous renvoyer le poids sur les modèles. Donc en gros, renvoyez-nous les poids qu'il y a sur vos modèles et on va en faire un super modèle hyper balèze qui a appris sur toutes les données, enfin qui tire parti du données des clients. Alors attention, on ne partage pas la donnée client. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on partage les poids sur les réseaux de neurones. C'est très différent parce que ça veut dire que vous pouvez très difficilement repartir vers les données des clients si vous n'avez que les poids des réseaux de neurones. Donc ça, c'est de l'apprentissage fédéré où on génère des modèles qui tirent profit de toutes nos bases clients sans avoir à partager la donnée. Alors, le seul risque ici, c'est de l'empoisonnement. Enfin, le risque majeur, c'est de l'empoisonnement. C'est un client qui fait exprès de vous mettre un trafic pourri pour pourrir vos modèles. Donc ça, il y a des manières de le détecter, ça. Donc à chaque fois qu'on va associer et tirer profit de toutes les données de nos clients, s'il y a un outlier, un client qui a de la donnée un peu bizarre, on va dire, bon, on va l'exclure de ce round-là d'entraînement. Voilà, c'est tout pour moi. Mais le message principal, c'est en gros, pour intégrer une solution d'IA, vous ne pouvez pas juste aller tirer un container de Azure ou de Google et mettre ça chez vous. Ce n'est pas possible. Il vous faut une équipe de data scientists qui savent faire de la stat, qui savent vous mettre de l'explicabilité. Ça, c'est hyper important. Et il faut une IA qui évolue en permanence, qui s'adapte en permanence chez votre client. Et si vous n'êtes pas dans le jeu des IA génératives, vous allez vous faire submerger, c'est sûr. Voilà. Merci. Ah ouais, non, il y a le dernier slide, ça y est. Elle me tue, la directrice commerciale, si je ne montre pas ça. Et on a un stand ici, si vous voulez venir parler IA, c'est avec moi. Et si c'est cyber, c'est avec Seb qui est sur le stand. Merci beaucoup, William. J'ai tout mon temps écoulé. Tu as encore 1 minute. Et 1 minute. Une question sur les IA fédératives, génératives, quelque chose? Merci beaucoup. Merci beaucoup.